euh, enfin, en me repenchant sur les séances qu'on a déjà faites, je m'aperçois que je vous ai fourni beaucoup de matière, bon, un peu peut-être en excès. Et donc, peut-être une petite séance de métabolisation de cette matière ne ferait pas de mal. Mm. Et donc, on pourrait se donner, bon, pour le film, on peut s'engager, Christian et moi, à ne pas entrer dans des discussions et vous laisser la place pour élaborer sur le film, euh, même si je crois que vous ne l'avez pas tous entièrement vu. Bon. Alors, bon, on peut se lancer. Écoutez, on commence à repérer les régularités, donc c'est plus facile de le commenter. Alors, allez-y, on vous donne la parole. Déjà, c'est comme une suite de Yes Sir, Madame, hein? Le, le type pris dans des opérations louches qui disparaît dans la nature, puis qu'il a un certain espoir d'y retrouver son innocence. Et puis, Ouais. Mm. C'est vrai. À propos d'innocence, il y a quand même un point que il me semble qu'on a laissé échapper la dernière fois avec le nègre, le fait d'évidence que ben, là aussi, on a le fantasme d'échapper à la civilisation en assignant ce rôle d'extériorité ou d'antériorité au bon sauvage que serait le nègre lui-même, qui n'a même pas accédé à la parole, hein, bon, et qui est l'innocent, la pure victime, qui est nécessairement qui est nécessairement condamné d'avance par la civilisation, la société telle qu'elle existe, et puis qui trouve le rôle de bouc émissaire typique. Là, bon, c'est commode pour tout le monde d'avoir celui qui précisément est un corps étranger qui irrite. Si lui est comme coupable, on met dessus des crimes qui sont en fait commis dans le reste de la communauté. Ben là, ça fait l'affaire de tout le monde. Là. Le mécanisme est démonté du bouc émissaire. Alors ici, on a l'inverse. On a le vrai coupable qui est lancé dans la nature et qui est néanmoins en quête de se refaire. Hein? Voilà, il y a un peu ça, une sorte de légère inversion des pôles. On avait l'innocent pur avant, et là, on a le coupable au-delà de tout doute, mais néanmoins est humanisé. Hein. Ce n'est pas la victime non, démonisée. On humanise en fait le coupable. Ouais. C'est pour la première fois, je pense, que j'ai éprouvé des sentiments de sympathie envers un personnage principal. Parmi tous les films récents que j'ai vus, la sympathie, et finalement, j'étais contente que comment ça se termine, disons. Mm. Oui. C'est vrai. Oui, c'est criminel, mettons col blanc, mais c'est quand même une variante de la formule de Reggie, là, que criminel, col bleu, ouvrier, là. C'est une version plus clean. C'est que le type, en fait, il est parfaitement au courant de ce qu'il y a d'hypocrite et de monstrueux dans ce qui se passe pour normal, sauf que lui, il assume, il est même un peu justicier, parce qu'il fait un peu payer par leur rêve ce que les petits investisseurs font payer à des innocents, des enfants à l'autre bout du monde, pour ça, normalement, alors que ça paraît normal, que c'est la base de notre économie. Bon. Mm.
Mais aussi, comme tu dis, on montre son côté humain et puis on voit comment il est un très bon père. Ouais, C'est très touchant. ouais, Il n'y a pas que du mauvais, mais ouais. c'est ça. Et surtout, on voit sa genèse, hein, et c'est là qu'il, en tant que psy, vous auriez à élaborer, c'est qu'on lui donne aussi son histoire de cas, comment il y a un traumatisme dans l'enfance, et puis comment ça l'accompagne toute sa vie. Le symptôme devient un personnage de sa vie sous la forme de fantôme. Le symptôme devient fantôme. Bon, quel rôle il joue dans sa vie par rapport à ses activités, hein? Bon, ce serait ça un peu qu'il s'agirait de démêler. En fait, c'est toujours l'idée de réparer les pots cassés, hein? Parce que, en fait, il a tué son copain par accident, puis il a essayé dans son rêve, juste après, de ramasser le sang qui s'épandait pour le ramener dans sa tête et puis le ramener à la vie, hein? Alors, c'est un peu ça qu'il fait à l'échelle du film, trouver une façon de réparer les pots cassés pour faire comme si c'était rien produit, comme s'il n'avait pas trahi son rôle de père en devenant un objet d'opprobre pour ses filles. Est-ce qu'il y a une espèce de dichotomie entre la réalité et ses fantaisies? Tu sais, parce que des fois, il est un peu il est un peu de mauvaise foi, d'une certaine façon, dans sa façon de se regarder lui-même, là. Fait que je sais pas, c'est un élément qui me venait en tête, là. Parce autant tu sais, il y a un côté très humain où on n'est pas menacé comme dans les autres films, hein, par la caméra, mais autant des fois, il fait sourciller par ses propos, là. On se dit, mon Dieu. Ben là, on voit ce que c'est que d'avoir un récit arrangé avec le gars des vues, hein, parce que c'est lui qui nous parle dans un cinéma vérité, supposément spontané, mais il y a une ingénieuse mise en scène que lui fait en assumant des personnages, là, en jouant Charles Tisser et tout ça, là, qui intervient. Là, bon, c'est le fameux. En fait, sa première vocation, on l'apprend, c'était d'être cinéaste. Donc, ceci explique cela. En fait, il réalise son fantasme premier qu'il a dû abandonner pour devenir riche, hein. Donc, en fait, une mise en scène de sa vie qui peut être une façon d'en avoir comme une autre où il aurait pas tué son copain, quoi, hein? Mais en même temps, il y a une répétition du traumatisme dans le sens où là, il est pris, on lui pardonne pas. Là, il a fait un vrai crime et bon, donc il y a autre chose qui le met comme à côté qui le met mal à l'aise moralement. Fait qu'il le met en question, en tout cas, avec quand même un point de repère, c'est qu'il veut quand même essayer de toujours paraître quelque chose comme un bon père pour ses filles. Là. Bon, donc, il y a ce côté bon gars, parce que c'est aussi un bon ami, c'est un bon père, mais néanmoins, il fait des choses qui font du mal aux personnes qu'il aime. Karim, vous alliez dire quelque chose, je pense, tantôt, ça se peut-tu? Merci. Oui, je ne me rappelle plus la vérité. OK, correct. J'étais curieuse, c'est tout. Bonjour, Richard. Bonjour, Richard. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, j'ai fait un dépistage pour COVID, puis j'ai retenu il y a juste 2 minutes. Excusez-moi pour le retard. Ah oui, on sait bien. Vendredi, hein, c'est ça? Ouais, bon, Il est trop tôt, Richard. c'est une bonne année, là. Oui, on était en train d'associer autour du film. Oui. Au fond, il y a aussi un point qui est intéressant, c'est que
bon, on a le double récit, hein, le gars qui joue son film, qui est le personnage qui fuit vers le nord, et puis il y a le récit qu'il raconte dans son film. Et donc, ça fait un peu partie de... Eh ben, dis donc, la chatte noire. Ça fait un peu partie de l'écoute anthropologique que de superposer un récit ensemble. Donc, ça va tout à fait dans les cordes de l'écoute anthropologique, justement. Je me suis pas rendue à la fin là, du film. Je vais le faire après la rencontre, là, mais quand il raconte l'histoire qu'il invente là, pour ses filles, est-ce que c'est dit explicitement à un moment donné que c'est son histoire à lui, dans le fond, que c'est quelque chose d'auto... On comprend assez tôt que François Sicotte, c'est lui. Hein. OK, OK. J'étais rendue au tiers, là, fait que c'était pas encore tout à fait clair. C'est comme une histoire pour enfants qu'on raconte et les enfants savent bien qu'elle n'est pas vraie, mais qu'elle est vraie en même temps. Mais ça commence intense, là, avec tout le sang par terre, puis... Ouais. Oui, ça ne s'invente pas, en fait. Hein? C'est comme ça qu'on comprend que ce qui se présente comme une fiction est en fait l'autobiographie, quoi. Donc, il raconte son histoire sur les dehors d'un conte un peu épeurant à ses filles. Oui, donc il y a deux traumatismes là-dedans, dans son histoire. Il y a celui de la perte de l'ami, puis celui de la perte de la petite fille au terrain de camping, là, qui devient comme sirène et qui se joint aux sirènes parce que, bon, après un abus sexuel avec son beau-père, elle est bonne nageuse qu'elle est, elle est allée dans un étang se noyer, puis elle n'a jamais été retrouvée. Mais pour lui, dans son fantasme, elle continue de vivre dans un genre de société idéale au fond de l'eau. Hein? Alors, c'est encore l'imaginaire de Morin, ça. Hein? Il y a comme cet univers placentaire en dehors et avant la civilisation, tout est beau, hein, rien n'a été corrompu. Et si on pouvait seulement rejoindre ça, avoir des écailles, puis passer. Et là aussi, euh, euh, je pense que les gens se comprennent sans parole. Hein? C'est ça. C'est la parole qui trompe. Hein? La parole a été inventée pour cacher sa pensée. Hein? Alors, les gens sans parole sont authentiques, comme le nègre, comme la petite voisine Maryse, qui rejoint les muets, les carpes muettes dans leur étang. C'est ça, ce serait ça l'idéal, le pays rêvé de Robert Morin, quoi. Parce que, évidemment, vous vous rappellerez que Yasseux Madame, c'était aussi terminé dans un étang avec des gens qui ne parlaient pas français, puis donc on échappait à la civilisation dans la nature profonde, pas dans un camping, mais on va dans la nature, on abandonne la parole et on batifole dans l'eau dans un temps ouvert et donc éternel, qui sans doute rappelle celui d'avant la naissance. Là. Bon, c'est pas compliqué. Ouais. Il y a quelque chose de la solitude aussi, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le comprendre, mais il y a souvent quelque chose de très solitaire dans les films. Peut-être pas tous, là, mais... Ben, écoutez, la fille, la sirène, progressivement, elle devient poisson entièrement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle se couvre d'écailles progressivement et c'est quand elle s'est complètement recouverte d'écailles qu'elle s'en va. Elle disparaît, donc elle se coupe de la civilisation. Donc il y a une perte de parole qui est simultanée à une complétude
euh, physique, une complétude de l'entité, si vous voulez. Oui, adapté à un autre élément extérieur à la civilisation, même invisible pour elle, indétectable pour les gens qui viennent chercher son corps, etc. Lui seul a le secret de ce qui est conservé dans son récit. Un peu comme l'ami fantôme ou Ben oui, c'est ça. Elle est comme une sorte de parallèle à l'ami fantôme, oui, oui. hmm. C'est-à-dire que l'ami fantôme, en fait, moi je dirais que c'est le contraire de ça. Parce que l'ami fantôme, lui, il parle, mais on ne le voit pas. Alors que la sirène, on la voit, mais elle ne parle plus. Oui, oui. C'est-à-dire, il y a une inversion là. C'est Ouais. Hmm. comme si c'est un peu comme, vous vous rappelez le film quand on prend le téléphone et qu'on le jette dans la rivière, là. C'est la fin de la parole et c'est le regard qui prend le dessus. Mhm. Alors, c'est la fin du regard et c'est la parole qui prend le dessus. Ah, ah. Il y a Oui, 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 c'est un jeu à somme nulle. Hmm. Et ce qui est aussi frappant, c'est à la fin du film, il est, qui sait où il est, aux Bahamas, à Cuba, ou Dieu sait où, avec quelqu'un qui faisait des affaires en Colombie et qui s'est retrouvé. Oui, et avec le petit-fils de Louis Saint-Laurent, hein. Il n'est pas nommé, mais effectivement, je veux dire, les enfants et les petits-enfants de Louis Saint-Laurent sont devenus de bons hommes d'affaires en Floride ou dans les Caraïbes, là. Donc, Ah oui. ouais, Et ok. puis, oui, oui, puis on voit très bien les obsessions politiques de Robert Morin aussi, parce qu'évidemment, le démon tentateur, là, a la voix de Pierre Elliott Trudeau, là, c'est toujours la même chose. Je suis pas au courant. Mais je veux dire que le gars, il se retrouve isolé aux Bahamas ou Dieu sait où, et il n'est pas du tout sûr que ses filles vont lui répondre. Donc, il a complété son film, il a tout dit, et puis il ne sait plus s'il va l'envoyer, et on a l'impression que la fin du film, c'est comme le caveau qui se referme sur lui, là. C'est comme... Ben, il l'envoie quand même. Donc, il nous montre l'enveloppe dans laquelle il va le mettre, puis il souffle dessus pour leur envoyer ses baisers, là. Donc, on peut avoir confiance que la cassette va se rendre à destination, mais la fin demeure ouverte, là, ça ne nous dit rien sur comment ils vont recevoir ça, tu sais. c'est ça. Et donc, on sent finalement l'isolement, l'absence de parole possible et l'isolement qui le menace, hein. En fait, il leur donne tous les choix. Là. Il leur dit qu'il serait prêt, si elle préfère, aller en prison au Canada, si elles hésitent à venir dans les chambres qu'il a préparées, pas en Floride, mais aux Caraïbes. Donc, il se met entre leurs mains. Là. Il est vraiment comme désespéré d'avoir à tout prix l'amour ou l'attention de ses filles. Là. Il joue son va-tout. Donc, c'est quelque chose, là, quelqu'un qui a échappé à la justice, qui vit dans un paradis, non, qui n'est pas seulement fiscal, et qui est prêt à aller en prison au Canada dans l'espoir que ses filles viennent le voir de temps en temps. C'est fort, ça. Donc, c'est comme ce fil d'Ariane qui le retient, qui, 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 qui ancre en quelque sorte ce qu'il peut respecter d'humain en lui-même.
Et ce qui est frappant, c'est qu'il se sent seulement coupable envers elle, mais pas du tout envers les investisseurs. C'est juste qu'étant repris de justice, ça leur amène des ennuis. Parce qu'autrement, il n'a pas beaucoup de remords de ce qu'il a fait. Il n'avait juste pas songé aux conséquences que ça aurait pour ses filles. Mais les investisseurs, ils les tuent. C'est un Non, non, mauvais il tue leur rêve. C'est ça. Il fait la film. Leur distinction. rêve, c'est À la ça. différence des logopèdes, hein, il fait le parallèle. Euh, mais tuer le rêve de quelqu'un, c'est quand même, c'est déjà beaucoup. Et puis, on nous dit la teneur de leur rêve, là, un Winnebago qui vaut la servitude et le meurtre d'enfants à l'autre bout du monde. Là. Donc, on comprend l'espèce de mépris violent qu'éprouve Robert Morin envers je veux dire, ce qui est la base du capitalisme, là, du système où opèrent les politiciens. Ouais. Et ce qui fait que bon, le fait d'être repris de justice en soi, c'est pas pour lui un très gros problème. C'est pas en soi un problème moral, mais ça le devient quand ça affecte les proches. Ouais. On avait vu ça aussi même dans le cas de Reggie. Hein? Je veux dire, là, le problème moral, c'est plus comment ça affectait les gens qui l'entouraient, qui l'aimaient malgré tout, son ami, ses maîtresses, etc. C'est plutôt ça qui avait une texture morale, parce qu'autrement, là, il était plutôt presque un héros d'avoir échappé le système et de l'avoir bravé. C'est ça, il y a quelque chose de à la fois chaud et froid chez lui. Je trouve dans le sens chaud par rapport à ses filles, tu sais, chaud dans le sens de chaleur, d'humanité, mais très froid par rapport aux conséquences de ses actes, tu sais, par rapport aux autres personnes. C'est drôle que tu dis ça sans avoir vu la fin du film. Là. Je vais te la vendre. J'ai Là. pas vu, ouais. C'est qu'il y arrive finalement. Il y a une sorte de transition abrupte envers vraiment. Il était vraiment enterré dans la neige et puis on voit qu'il va peut-être s'en sortir. Et puis sans transition dans son petit film, on voit qu'il reprend puis il sort de l'eau, il sort sur une plage ensoleillée, tu vois. Alors, vraiment, le contraste chaud-froid de toucher une chose fondamentale parce que c'est comme sous-entendu, comme tu l'as vu psychologiquement, mais c'est comme montré physiquement à un moment donné aussi. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est très saisissant d'ailleurs quand ça se produit. Hein. On est comme désorienté. Alors, on se demande si quoi, le film a basculé dans le rêve. C'est quoi qui se passe là? Ouais. On dirait on, on s'attendait à une suite traditionnelle où les événements se liguent contre le héros, puis il doit se battre contre ces événements avec un succès mitigé et une formule peut-être plus récente où il n'est pas question de se battre, il est juste question de fantasmer et d'imaginer les plus belles choses possibles parce qu'on est sûr qu'elles vont arriver. Il y a, il y a l'idée comme ça d'un contraste entre la réalité un peu sordide des films, des films policiers ou des films de ce genre, et tout à coup le fantasme de la richesse, le fantasme des investissements, le fantasme d'une vérité qui est toujours vraie. C'est Comme la fin de Shawshank Redemption, hein, si vous vous rappelez ce film d'après Stephen King.
hein, le type qui est faussement accusé, qui est dans une prison du meurtre de sa femme, et puis bon, tout le film, il est pris dans une prison avec toutes sortes d'épreuves, mais il a un plan extrêmement compliqué, sophistiqué, qui prend des années pour s'évader, puis à la fin, on le voit à la dernière image, il est, comme il avait toujours prévu, sur une plage au Mexique où son compagnon de prison vient le rejoindre à sa libération. C'est vraiment ce qu'on appelle une trope, qui a ce happy end au film policier, là, quand le personnage a du succès dans son opération. Ben, il y a un peu de ça ici aussi, quand même, là. Sauf que c'est tellement gros qu'on a peine à y croire, et puis que c'est compliqué parce que, je veux dire, ben, il croyait s'évader, là, mais là, en fait, quand tout réussit, finalement, puis il est riche et tout, ben, il reste quand même avec sa culpabilité. Hein? C'est ça la vraie prison pour lui. Et la seule façon d'échapper à la culpabilité, c'est d'aller faire de la prison au Canada, finalement. Alors, le happy end n'est pas si happy que ça. C'est dans l'isolement dans tous les cas, finalement. Ouais. Mais il reste que c'est la première fois que la notion de fantasme apparaît chez Morin. Enfin, dans les films précédents, il n'en avait pas été question. C'était plutôt dans les films précédents du regard sans parole. Et là, tout à coup, on voit apparaître ce fantasme de ce compagnon qui est toujours avec lui, ce fantasme de finir dans un paradis fiscal au lieu de mourir. Parce que, au fond, le destin de tous les personnages précédents qu'on avait rencontrés, c'était qu'ils décédaient à la fin du film. Oui. La fin du film signait leur décès. Enfin, On le voit même dire adieu à ses filles là, quand il a l'air perdu dans la neige là, pour de bon. Lui-même, il renonce, hein, avant de trouver une issue inespérée. Oui. c'est ça. Et puis tout à coup, pof, il y a ce fantasme qui sort. C'est curieux quand même. Ouais. Après tant de pessimisme, on dirait quelqu'un qui découvre la drogue, tu sais, après des années de souffrance de toutes sortes, qui découvre que s'il s'injecte je ne sais trop quoi, il pourra rendre réels ses fantasmes. Hein? Qui sait, peut-être que... Mais il y avait déjà du symptôme dans le film dont celui-ci est une variation, c'est-à-dire Yes Sir Madame, où le protagoniste se fait son propre film pour raconter sa vie, hein, en épisode discret. Là, la caméra s'arrête, repart en 17 épisodes. Et en même temps, on voit qu'il y a une sorte de dissociation qui s'opère entre sa personnalité anglophone et sa personnalité francophone. Hein. Donc, c'est un autre type. C'était pas un fantasme, c'est un genre de personnalité double. Mais c'est un symptôme, quoi. Et là, on a un autre type de symptôme. Ben, en fait, ce qui n'est pas sans rapport, puisqu'il s'invente un genre de vie parallèle où les gens qui sont morts ne sont pas morts. Hein? Puis il continue d'interagir avec un fantôme ou, En tout cas, tu viens de me donner l'explication, en fait, de tout ça. C'est que quand on a un père francophone et une mère anglophone, et que l'un et l'autre ne communiquent plus, et que la parole ne passe pas entre l'un et l'autre, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de vide, il y a juste le regard qui parle. Et même l'enfant de ce couple qui ne se parle plus est obligé lui aussi de parler avec sa mère seulement avec les yeux, hein, parce que il peut pas échanger avec sa mère
plus que ne le fait son père, sans trahir son père. Donc l'idée que la parole disparaît pour ne laisser que le regard pourrait, pour Morin, provenir du fait que ses parents étaient de deux cultures différentes. Oh, à lui et à Morin, tu crois? Oui, peut-être bien, je ne sais Je ne connais pas. pas sa biographie, moi. Ouais. Parce que ce qui est frappant, c'est il est parfaitement bilingue. Hein. C'est Ouais, drôle. Lui circule sans difficulté entre les deux cultures et en même temps tient ça pour une impossibilité. ouais, Un genre de trahison. Ouais. ouais. Donc, ce serait presque une histoire du Canada, quasiment, hein, qui Ah est... oui. Ouais. Ben, vu d'un certain angle, hein, bon, Ouais. Les deux, comment on appelle ça, les deux deux, solitudes, oui, 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 oui. Mm. euh, c'est frappant quand même. Et il y a ce moment intéressant où il est avec une femme avec laquelle il communique seulement par les yeux et où le cheval lui envoie une ruade Dans la gueule, dans hein, la... ça lui met des boulons dans la mâchoire. Donc, il doit continuer à parler par les yeux sans se servir, donc à communiquer télépathiquement par les yeux. C'est ça. Hein. Et là, c'est l'animal qui lui inflige ça. Hein. C'est comme c'est aussi un élément pré-civilisé qui l'empêche de parler, qui l'oblige à se transposer dans le regard silencieux. Ouais. Parce que c'est quand même extraordinaire, cette obstination à créer des isolats séparés par le silence. C'est c'est- c'est étonnant, cette obstination chez Morin. Il y a toujours quelque chose dans le lien, c'est comme entre soi et l'autre, il y a cette caméra. Oui, oui, oui. Moi, on est toujours conscient d'un médium auquel on ne peut pas faire confiance comme étant une sorte de fenêtre transparente sur la vérité des choses. Hein. Il y a toujours un montage. On se rend compte que ce soi-disant cinéma vérité est en fait monté en temps réel hein, par le personnage. Hein. Euh, ce qui est un peu triché avec les règles. Mais Mm. en fait, qui est impossible. En fait, il y a des éléments là-dedans qui sont impossibles à faire, à mon avis, avec une caméra comme ça. Là. Comme au moment de faire la démonstration là, de comment fonctionne la finance, là, puis il fait le petit schéma, là, il ajoute un commentaire sur le contre-champ de personnages fictifs qu'il regarde. Alors, je ne vois pas comment il peut faire ça en plein bois, en pleine brousse, là, en temps réel. Alors, en même temps, on le voit faire ces choses improbables et en faisant des choses qui sont carrément impossibles, Morin nous rappelle que c'est pas François Papineau qui fait ça, c'est lui qui fait faire ça à François Papineau puis qui contrôle, qui tient les ficelles. Hein. Donc, il nous rappelle que c'est Robert Morin, que c'est pas le personnage dans un cinéma vérité. Mais c'est pas tout à fait la vérité. C'est en ce Ben non, sens-là. c'est jamais la vérité, c'est toujours un récit. Ouais. Enjolivé pour l'auditoire. Hein. Nous, on est comme les enfants là-dedans. Il hein. Faut voir le rôle qu'on a là-dedans. On est des petits-enfants auxquels on raconte une belle histoire apaisante, là, avec des éléments troublants, mais qui, au fond, ont une fin rassurante. Là. Bon.
Et c'est déclaré dès le début. Il va leur raconter une histoire de ce genre-là. Une histoire un peu différente, là, parce qu'il y a des éléments épeurants, mais quand même une histoire qui aide à s'endormir, quoi. Mm. Et c'est pas flatteur pour nous comme spectateurs, là. Ça montre qu'en tant que cinéphile, on est prêt à se faire raconter des histoires comme des petits-enfants. Ben, mon feeling au début, quand il commence à raconter l'histoire et qu'il y a plein de sang, mon feeling, ça a été, mais encore une fois, il n'est pas conscient de l'impact qu'il y a sur les autres. Ouais. C'était macabre. Oui. Et cette histoire de bande de neige qui est en plein milieu de la rue, ça date de l'ancien temps, ça n'existe pas. L'ancien temps, je veux dire, ma jeunesse est la sienne, hein? Je vois pas, mais pourquoi ça n'existerait plus, ça? Il y a quelque chose que j'ai manqué. Il y a Parce que dans le temps, on tassait la neige sur le côté de la rue pendant tout l'hiver. Oui, mais même avec les souffleuses, hein, ça la souffle sur les terrains, donc ça s'accumule. Et puis les enfants vont jouer là-dedans, puis c'est bien connu que parfois ils se creusent des tunnels, et puis bon, la souffleuse passe, et puis ils sont avalés par la souffleuse, ou bien tout simplement ça s'effondre sur eux. Et à la fin, il rejoue cette scène-là de son enfance, cette scène traumatique. Il est pris dans un banc de neige, il creuse un tunnel comme avec son ami, puis cette fois-là, il en émerge. Et il a des chances de retrouver ses filles. Bon. Donc, il revient il recrée la scène dans la brousse, la scène de son traumatisme d'enfance, mais avec la possibilité d'une résolution. Ce qui me paraît intriguant là-dedans, c'est l'usage qu'il fait de la caméra. Donc, il faut tout le temps que la caméra soit directe. Il faut que le spectateur soit partie prenante du film. Même quand la caméra s'adresse à un deuxième personnage dans le film, ce deuxième personnage est obligatoirement identifié au spectateur. Je trouve ça très intriguant comme situation. Cet usage de la caméra me paraît symptomatique d'une certaine façon. C'est pas un usage habituel de la caméra. D'habitude, on voit les gens de profil, de quart, de pas quoi là. Et on voit des fois deux personnages qui se parlent, mais là, dans ces films, c'est très rare qu'il y ait deux personnages qui se parlent et qu'on puisse les voir se parler, sauf quand on est intrusif. Dans le film, là, sur le bateau, il y a comme ça des personnages qui se parlent, mais à ce moment, c'est comme si on, on entrait dans leur intimité contre leur gré. C'est comme par le trou de la serrure, hein? Mais on n'a pas dialogue comme ça possible. C'est comme toujours des interpellations. Je t'interpelle, j'attire ton attention sur, je t'insulte, je t'admoneste, il y a comme ça une atteinte au corps de l'autre, hein. C'est comme si il nous habillait du corps du personnage. C'est bizarre tout ça. J'ai du mal à... Bon, ça doit rejoindre
la sirène qui devient poisson, hein, elle se couvre entièrement, elle devient faite entièrement d'écailles, donc elle est comme coupée de lui à partir du moment où elle devient une entité pleine, recouverte d'écailles. Elle ne peut plus parler et elle s'en va vers son monde. Donc le geste de la caméra qui interpelle est comme un geste violent qui écarte l'autre, qui le condamne au silence, qui le fait taire. Et Donc, il n'y a jamais de dialogue, dans le fond, dans ce... ouais. Ça va avec la solitude, hein? C'est ça. Sauf si on a des fantasmes, des fantaisies, hein, comme on dit maintenant, et que on imagine des choses pour soi, bon, ou pour d'autres qui ne Oui, sont pas. oui. Mais c'est quand même, tu parles d'interpellation, en fait, c'est une adresse où la réponse est différée, hein. Tout ça, c'est ou anticiper. Donc, le personnage qui s'adresse imagine différentes réponses, essaie d'y répondre d'avance en modelant son discours. Mais ça a de plus en plus l'air, au fil des minutes du film qui s'écoule, d'être un fantasme, tu sais, pour se soutenir soi-même dans la démarche de la fuite. Hein, Sauf que l'obsession persiste, même quand il a échappé à tout péril, et il y a de la suite dans les idées, hein. La dernière chose qu'on voit, c'est l'adresse de ses filles dans leur maison à Sainte-Ville, hein. Puis une des premières choses qu'on voit, ben, c'est l'image de ses filles sur le tableau de bord de son auto, hein. Donc, c'est pas juste une projection pour se rassurer, là. Mais en même temps, cette occasion d'interpellation de quelqu'un de concret lui donne l'occasion de se mettre en scène qui il est, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui l'a mené là, hein. Donc, de faire un récit de soi à même l'interpellation de cet auditoire qui n'est pas anonyme et qui n'est pas anodin. oui, excepté que, bon, quand il est aux Bahamas, il n'est plus en péril, mais il Ouais. est en péril de solitude. Ah ben oui, il est pris dans cette prison-là où les gardiens le gardent des périls extérieurs, mais il est pris au piège de ses démons intérieurs, quoi. J'avoue, bon, je sais pas quoi dire de ce film. Il y a tellement de violence et de cruauté là-dedans là, que je sais pas. Ben, c'est drôle parce qu'on ne nous montre pas grand-chose, hein, mais le fait d'être porté simplement par une parole, on est comme hanté par ça quand même, là. C'est comme on a l'impression de l'avoir vécu, hein. C'est c'est très intéressant au point de vue cinéma de nous donner cette impression-là d'avoir vu des choses traumatiques parce qu'on les a recréées dans notre esprit. On les a recréées dans notre esprit à mesure qu'il les racontait. Et c'est encore plus fort d'avoir été raconté et recréé dans notre esprit que de les avoir entrevus comme dans Requiem pour un beau sans cœur, hein. Moi, je me demande, c'est quoi l'intention de, de se filmer comme ça? Je ne saurais pas exactement quoi dire. Il peut avoir différentes intentions. C'est quoi?
Ben, je note déjà un contraste entre, je veux dire, avec Yes Sir Madame. Le personnage filmait, mais ne se filmait pas, alors que là, la caméra est sur lui-même, sur le sujet lui-même. Mhm. Euh, Est-ce que c'est ne pas être oublié? Est-ce que c'est, je sais pas. Ben oui, c'est pour ne pas être oublié de ses filles, hein, qui serait, bon, pas sans doute tenté de le mettre à la poubelle. Je n'ai jamais pu penser à lui. Alors, lui mise tout sur la possibilité de pouvoir leur envoyer sa version des faits, cette adresse à ses filles dans un avenir indéfini, mais parce que autrement, s'il n'arrive pas au bout de sa quête d'échapper au Canada, d'échapper à la justice, je veux dire, c'est fini avec ses filles. Il n'aura plus la chance de s'adresser à elles. Alors, c'est ça le vrai but de sa quête, c'est d'avoir la chance d'envoyer ses cassettes. Fait que la présence dans l'absence, dans le fond. Parce qu'autrement, je veux dire, l'histoire s'arrête avec les nouvelles, hein, qu'il entend, là, tout ce qu'on dit de lui, qui est vrai, qui est vrai, il doit l'admettre. Puis il sait bien que c'est avec ça que ses filles sont prises. Alors, toute son aventure, c'est une tentative désespérée de trouver un autre récit qui va contrebalancer, peut-être même dans une certaine mesure effacer celui officiel de la société dans lequel ces filles sont prises jusqu'à preuve du contraire que seraient ces aveux filmés en quelque sorte. Mm. Il n'est pas aussi froid que ce que elles vont entendre par les médias, dans le fond. C'est ça, oui, oui. Mm. Les médias ne parlent que du salaud, alors qu'elles, elles espèrent qu'elles vont entendre le père. Pour que ce soit la voix du père, il faut que ce soit lui qui s'adresse à elle en personne. Bon. Une personne interposée, en l'occurrence, interposée par la caméra. Voilà, au fond parce que la différence, c'est que les nouvelles parlent de lui à la troisième personne. Et lui a besoin de s'adresser à elle, à la deuxième personne. C'est ça que lui permet la caméra tournée vers lui-même. C'est vrai, ça, c'est étrange, la façon dont il parle de lui-même. Ouais, c'est ça. Donc, il revient à la dualité de la caméra, là. Alors que, effectivement, le mettrait en scène comme en action dans une scène où il aurait un partenaire. Donc, Autre chose qui me frappe, c'est que lui-même parle de lui-même à ses filles à la troisième personne. Papa a fait ci, papa a fait ça. Hein? Papa est à la chasse au lagopède. C'est pas, bon, je chasse le lagopède, je vous parle, mais papa vous parle. Hein? Donc, Ouais. c'est une troisième personne qui est rivale de troisième personne des médias, en quelque sorte. Mm. Mais c'est comme se raconter, c'est comme un conte où il passe par ce récit de conte pour faire entendre les enfants quelque Oui, chose. oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est très intéressant, ça. C'est toute la technique du conte, de prendre des éléments qui pourraient être familiers, mais de les défamiliariser légèrement, les mettre à la troisième personne. Ça arrive à quelqu'un d'autre, mais en fait, ça parle de nous. Là, c'est clair dès le début que c'est ça qui arrive avec ces récits d'enfance, tout ça, là. Et c'est une façon, évidemment, c'est ça la logique du conte d'enfance, c'est de rendre ça gérable par un imaginaire sensible. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, mais dans lesquels on peut néanmoins s'identifier, ben alors on peut assimiler sans que ce soit trop menaçant. ouais, oui, oui, Marie. Ah non, non, je me demandais juste, tu sais, si on applique justement notre modèle, qu'est-ce que ça peut donner. Mais bon, je ne sais pas si c'est là que vous alliez, Karine. Oui, écoutez, notre modèle, on l'a pas mal appliqué là déjà. C'est que ça s'aperçoit que de film en film, il est toujours question d'un être isolé qui ne peut plus parler et qui n'a plus
que ses yeux pour parler. Et c'est systématique. Dans tous les films, ça se... Et il y a en même temps une sorte d'absence de communication radicale et une antification. C'est-à-dire, celui qui se sépare devient une entité complète. On voit ça systématiquement de film en film, à part que, ouais, oui, ça se voit de film en film. Qu'est-ce qu'il y a comme constante qu'on revoit de film en film? Les yeux, le silence, l'antification. Ben, le retour avant la culture dans un élément, dans un état de nature, littéralement dans la nature, hein, et qui est généralement liquide. Hein. Ouais. Mais bon, ça ouais. Mettons que c'est une des formules, mais il y Ouais. a des formules où il y a des isolements qui ne sont pas dans la nature. L'isolement aux Bahamas, c'est pas vraiment dans la nature. Il y a un isolement loin de Ben, la... sauf qu'il émerge de la mer, hein, c'est une sorte de scène un peu primordiale aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Alors, la question que je voulais poser, tu as évoqué au début une autre perspective, c'est-à-dire que là, dans ce film-là, en fait, c'est un peu comme dans un mythe, on a comme deux versions du mythe. On a la diégèse du film, ce qui se passe dans le film, et le récit qui nous est raconté par un personnage du film. Est-ce qu'on peut mettre ces deux lignes narratives ou mythiques en parallèle? Bien sûr, oui. D'ailleurs, le, ce qu'il raconte relève aussi de cette impossibilité de communiquer et cet isolement. La fille qui devient poisson, la fille qui est à côté du cheval et puis qui le voit être violenté par le cheval. Elle est aussi isolée de lui. Elle lui parle avec les yeux, puis à un moment donné, elle ne peut plus lui parler avec les yeux. Euh, la seule exception à tout ça dans le récit, c'est le petit Cicotte, qui lui est le contraire de tous les autres, c'est-à-dire il est non visible, mais il est complètement audible. Mais pour le reste, tous les récits sont congruents les uns avec les autres complètement. C'est fascinant, enfin, avec quelle régularité ça se répète. Bon, il s'agit pour nous d'en tirer des conclusions. Ça, c'est plus difficile. Quand on est devant des patients, on est souvent confronté à des régularités de ce type et on ne sait pas quoi en faire. On peut les signaler, mais le patient lui-même ne sait pas quoi en faire. C'est comme un nœud. Hein. Mm-hmm. Il y a un nœud qui est là, puis on lui signale qu'il y a un nœud. Bon, est-ce qu'il va pouvoir le dénouer, ce nœud-là? C'est comme un nœud qui revient, qui revient, qui revient. Ben, déjà, de le signaler, ça ouvre l'option de le relâcher au lieu de toujours perpétuer un mouvement qui le resserre. Hein?
Ouais, ça met une certaine distance par rapport Donc, ça à... peut attirer du jeu qui permet de tirer davantage par là, autre chose que le mouvement spasmodique. Bon, ça ouvre des possibilités de sortir du même pattern. Bon. C'est ça, c'est ça. Bon, Borhan qui pratique aussi cette technique avec moi, enfin, pas avec moi, lui aussi, il suggère que en fait le patient peut quelquefois retourner à sa période contradictoire, hein, au lieu d'être pris dans les répétitions, il peut comme ça dénouer les répétitions et revenir à sa phase contradictoire beaucoup plus primitive. C'est vrai que c'est possible, mais bon, c'est néanmoins assez rare. Mais ce type de répétition qu'on voit dans le film, on le voit aussi chez des patients très fréquemment, très fréquemment. C'est comme, si vous voulez, quelqu'un qui a un GPS et qui revient, il repasse toujours par le même carrefour, si tu veux, hein. Bon, tu lui dis, écoutez, là, vous avez repassé par le même carrefour plusieurs fois. Ah oui, c'est vrai, mais bon, au moment où il passe devant le coin de rue qui pourrait le faire sortir, il ne le voit pas. C'est- Ou il veut pas le voir. Ou il ne veut pas le voir. Mhm. Mais en fait, pour revenir à Robert Morin, disons, bon, son usage de la caméra me paraît très original. Et en un sens, il innove. En ce sens, il ressemble peut-être à Godard. Godard, lui aussi, il utilisait la caméra d'une façon originale. Par exemple, il faisait parler deux personnages et puis la caméra, tout en laissant les personnages continuer à parler, aller vers une partie secondaire de la scène. Godard se permettait, c'était ça la nouvelle vague, mais Maurras, c'est un usage original, je trouve, de la caméra. On pourrait l'appeler la caméra mortelle. La caméra de la vie et de la mort. C'est la caméra qui donne vie et qui donne mort. C'est quand même extraordinaire, cette caméra. C'est drôle parce qu'avec la caméra, il donne une voix à ses personnages, mais il se donne une voix aussi. Parce que souvent, il y a un élément de critique sociale, je pense, de ce que j'ai compris que Christian amenait. Fait qu'il n'y a pas quelque chose de double là aussi. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est relativement normal, hein? Oui, c'est tout à fait normal d'ailleurs. C'est toujours comme ça, je sais pas. Là. Ouais, dans un film, normalement, là, quelqu'un qui est engagé, qui a des choses à dire, là, il est un peu le ventriloque. Enfin, ses personnages, c'est un peu ses ventriloques, mais bon, sauf que ça ne doit pas être trop évident. Bon, il faut que ce soit un petit peu subtil ou un petit peu ingénieux, là. On s'en aperçoit, mais il faut, bon, quand ça devient trop appuyé, là, trop ventriloque, là, on décroche. C'est ça le jeu subtil. Je comprends. Il ne faut pas que ça devienne politique. Il faut quand même que ça reste une scène crédible. Okay. Mm.
une scène. Mais il fait des points, là, vraiment, qui sont comme, qui demeurent gravés dans la chair, là. On ne peut plus les oublier, là. On ne peut plus les oublier après ça. Oui, puis le modèle, la cartouche, comme exemple de la finance, est expliqué par un grand vulgarisateur scientifique. Et puis, bon, les enfants du premier ministre voisin du, du, euh, du, du trafiquant de drogue dans une île des Caraïbes, là. C'est assez fort, tout C'est ça. qui, donc? Est-ce que tu peux nous dire c'est qui? Est-ce que Quoi? tu peux nous dire c'est qui ces enfants de Premier ministre? Oui, oui, c'est parce que je vois à qui il fait allusion, hein. Louis Saint-Laurent, c'était un premier ministre des années 50, premier ministre libéral, hein. OK. Donc, OK. c'est avant ton temps au Canada, là, bon, à l'époque de Duplessis, là, bon. OK. Bon, là aussi, c'est avant ton temps, là, bon. Je pense que c'est son fils, bon, évidemment, sans doute, je veux dire, sans doute favorisé par les connexions financières ou Mafieuse. politiques de son père, a fait une très belle carrière aux États-Unis, puis s'est établi, je pense, c'est à Key West, quelque chose comme ça, là, en tout cas. Mais c'est devenu, je pense qu'il y en avait deux même, mais c'est devenu comme des hommes d'affaires américains tout à fait typiques, là. Je ne suis pas certain qu'ils connaissent même le français, donc on peut très bien imaginer qu'il y a une autre génération de Saint-Laurent américains là, qui sont Caraïbes, là, à côté des, des Colombiens en cavale. Mais on voit très bien que Morin met tout ça dans le même sac, hein. C'est bon, c'est pas très subtil, mais bon, mais mettons que ça porte, là. On voit très bien ce qu'il veut. On voit ce qu'il veut dire. En fait, ça me rappelle les situations où les parents divorcent, tu sais, et les enfants, leur situation, leur conception du monde s'écroule bêtement à cause de ce divorce, comme si l'atmosphère idéalisée qui régnait quand leurs parents étaient ensemble fait place à un univers mesquin, méchant, presque mafieux, si vous voulez, Mhm. qui est, bon, qui est semblable à celui que Morin nous décrit, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai supposé qu'il était issu d'une famille bilingue, comme dans le premier film qu'on a vu, là, il y a Sœur Madame. Les acteurs sont bons. L'acteur est bon, en tout cas. Oui, 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 c'est extraordinaire quand même d'avoir fait un film avec un seul acteur. Enfin, il y a peut-être deux autres acteurs qui apparaissent quelques secondes, ou trois autres acteurs, mais tout le film est basé sur une personne. C'est quand même formidable. Oui. Enfin. Bien, écoutez, on a fait le tour du film, j'ai l'impression.